Vous écoutez Justice, épisode 4, l'instruction. Cet épisode contient des témoignages et descriptions explicites de faits de violences sexuelles, notamment sur des personnes mineures qui peuvent être choquantes et heurter la sensibilité. Oui, Madame Benarka là-bas, et puis venez. Suivez-moi. Je vais juste mettre mon truc à scanner. Super, merci. Merci à vous. On m'a brodé, m'a limité, ma libido. Pour mes désirs pas concertés, c'est pour les tiens que je suis moulée. Faite à tata et à Toulouse, tu m'avais faite pour me prendre au détail. Virginie, je vous donne le dossier de viol incestueux, la copie. Oui. Et j'ai gardé l'autre copie. Farouz Benarkat, substitute du procureur de la République au tribunal judiciaire de Caen. D'accord. Et je vous prépare les natinfs comme d'habitude. Ouais, super. Okay. J'ai rédigé un réquisitoire introductif qui est l'acte par lequel on saisit le juge d'instruction. On lui dit d'ouvrir une enquête concernant ces faits-là et une requête où l'on demande ou le placement sous contrôle judiciaire, donc un maintien en liberté de ces personnes mais avec un suivi judiciaire, ou un placement en détention provisoire pour le temps de l'instruction devant le juge d'instruction. Donc j'ai rédigé ces deux documents. Salut Enzo. Merci. Je voulais savoir si vous étiez prête à une confrontation là. Aline Lebray, avocate spécialiste en droit pénal au barreau de Caen. Elle n'avait pas été faite durant l'enquête préliminaire. Ah bah si ça peut faire avancer le dossier, moi je suis prête. Je pense que c'est un acte indispensable. Il va falloir qu'il y en ait une. Donc il faudra vous retrouver. Ce qui va être dur en fait, c'est de réussir à rester calme pour moi. Sarah. Alors, il a resté calme. Lui sauter dessus pour lui caler une grande claque, ça c'est pas possible. C'est pas l'envie qui manque. Mais je fais court, mais dire que c'est un salaud au juge, et le juge notera salaud sur le PV, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire ? À un moment, votre colère, elle a le droit de sortir. Vous avez le droit de dire ce que vous pensez de lui. C'est fou quand même, l'impression que si les affaires sont pas médiatisées ou pas... Enfin, ça avance pas, quoi. Ça avance pas, il faut... alors, c'est mon travail un peu, mais... Enfin, non, c'est pas de votre faute. Non, mais c'est moi qui suis au quotidien dans les cabinets d'instruction pour dire où en est votre dossier, qu'est-ce qui se passe, où on en est, faire des demandes d'actes. Je passe mon temps à ça. Je suis toute la semaine au tribunal et je tape à la porte de tous les juges d'instruction pour demander à ce que mes dossiers avancent. On n'a pas affaire à des juges feignants. Enfin, c'est pas ça qui se passe. On a affaire à une institution qui fait du mal aux victimes. C'est l'ensemble de la justice, c'est pas un juge pris individuellement qui fait du mal. C'est vraiment toute l'institution qui vous maltraite parce que les juges d'instruction de Caen, ils ont, 120, 150 dossiers en cours, ouverts chacun. Donc tant qu'on n'aura pas décidé de mettre plus de juges en France et plus de greffiers, ça avancera pas mieux. On a autant de juges en ce moment en France qu'en 1850, à une dizaine près. Pour un nombre d'habitants... a dû être multiplié par 3 ou 4 facilement. Donc vous voyez, ça n'a pas de sens. Ça fait donc 6 ans. Moi, je mets sur encore 1 an d'instruction. Voilà. Vu les recours, vous voyez. On est sur la dernière année. Après, fin d'instruction, le temps qu'il y a un procès, ça peut être encore un peu plus long. Mais on est sur 1 an d'instruction, quoi. Je suis désolée de ne pas pouvoir plus vous rassurer sur le bon déroulement des choses, mais ça avance. C'est déjà ça. On prendra la prochaine diagonale. Et du galon, on repassera au pas. Tu compactes. Maintenant demande. Oui. Nickel. Allez, voilà. Équitation. Et ça m'a permis de m'évader en fait, de penser à autre chose et Jessica. le cheval ressent nos émotions, en prendre soin, s'en occuper, ça m'a aidé et puis oui ça fait partie de ma vie maintenant.
ça m'a aidée parce que là aussi on est confronté entre guillemets au danger, même si c'est pas le même. C'est vrai que avant tout ça, je faisais pas attention au danger, c'est-à-dire se mettre derrière le cheval alors qu'il est jeune et qu'il peut potentiellement entre guillemets nous tuer. Maintenant j'y fais attention, mais non, ça m'a aidée. Enfin, c'est un être vivant qui peut pas parler, mais qui comprend. Aujourd'hui, je me dis que j'écrirai peut-être au procureur parce que, au moins pour être sûre d'avoir fait tout ce que je pouvais faire. Anna. Et d'avoir ce sentiment d'avoir fait mon maximum, en fait. Parce que si je le fais pas, j'aurais l'impression que j'aurais pu faire quelque chose et que je l'ai pas fait. Après, il m'a forcé à l'embrasser. J'ai envie de toi, je vais te violer. Farouz Benarkat, substitute du procureur de la République au tribunal judiciaire de Caen. Il m'a poussé contre l'évier, il était contre moi et il me poussait en arrière. Il me poussait le visage avec sa main pour m'empêcher de crier. Je lui ai dit d'arrêter plusieurs fois, mais il m'a répondu « ta gueule ». Il a ensuite baissé mon pantalon et ma culotte. Je n'arrivais plus à me débattre, je n'avais plus de force. Il a alors introduit un ou plusieurs doigts dans mon vagin, je ne sais pas trop, donc ça c'est reconnu, c'est bon. Par contre, je n'ai pas d'éléments sur une pénétration par voie anale. Donc ça c'est un non-lieu et c'est pas assez étayé. Donc ça, il faut que je le développe et que j'explique pourquoi. Non-lieu partiel, pourquoi. Là, j'ai une différence dans les dans les déclarations de la victime et celles du mise en examen, et je n'ai pas d'éléments de preuve qui permettraient de confirmer ce que dit la victime sur l'expertise génétique, pas de traces de sperme. Donc l'auteur, il a d'importants antécédents psychiatriques. Monsieur était atteint au moment des faits de troubles psychiatriques ayant partiellement entravé le contrôle de ses actes. Ces troubles sont en relation déterminante avec les faits qui lui sont reprochés. Bon, là, je m'oriente vers une altération partielle du discernement. Je vérifie quand même. Ah oui, elle est âgée, dis donc. Ah oui, j'imaginais pas aussi âgée. D'accord, ah oui. Ah oui, elle est âgée. Et lui, il a quel âge? Alors lui, il est né en 94 et elle est née en 1946. Donc effectivement, il y a quand même une sacrée différence. Ah oui, là, c'est sûr qu'il a dû profiter de sa faiblesse. Est-ce que je correctionnalise? Alors, correctionnalisation, pourquoi pas, compte tenu du profil des parties, une victime 73 ans, vulnérable, donc la soumettre à un procès d'assises, c'est peut-être un peu lourd, alors que devant le tribunal correctionnel, elle pourra peut-être bénéficier d'un délai d'audiencement plus court avec une décision similaire. Alors une affaire simple dans la mesure où les faits sont reconnus, que les déclarations des parties, elles sont concordantes, sauf sur la relation d'il y a 3 semaines. Est-ce que ça vaut le coup de mobiliser toute une cour d'assises pour des faits qui sont établis et pour un débat sur le deuxième type de fait qui amènera nécessairement à une relaxe ou un acquittement si on est devant la cour d'assises, puisque je n'ai pas d'éléments qui me permettent d'étayer l'accusation de la victime quant à une pénétration sexuelle il y a 3 semaines.
Donc ça peut être opportun de correctionnaliser ce dossier si la victime est d'accord avec ça. Donc ça sera soumis de toute façon à la victime. Je peux demander la correctionnalisation et on verra ce qu'elle en dit. On peut toujours orienter le dossier dans ce sens-là. Voilà. Les crimes relèvent de la cour d'assises et les délits du tribunal correctionnel. Parfois, au vu de certaines situations, c'est une minorité de dossiers, mais on peut estimer qu'un dossier pourrait être parfaitement étudié par un tribunal correctionnel. Le viol est légalement un crime. La correctionnalisation d'un viol consiste à le présenter comme un délit en omettant les faits de pénétration sexuelle. Ainsi, des faits initialement qualifiés de viol seront finalement requalifiés en agression sexuelle. Afin de lutter contre la correctionnalisation et l'engorgement des cours d'assises, une nouvelle juridiction a été mise en place, la Cour criminelle départementale. Objet, plainte introuvable perdue pour viol sur mineur. Anna. Madame la procureure de la République, je me permets de vous écrire concernant la plainte que j'ai déposée en décembre 2017 pour viol. Pour information, je n'ai pas eu de copie de ma plainte. Je ne sais pas ce que je peux faire concrètement, étant donné que les faits datent de 2016 et que je n'ai pas de preuves médico-légales. Je ne sais pas si cela vaut la peine de redéposer une plainte. Je préfère d'abord être sûre que ma plainte soit introuvable et qu'elle ait disparu avant de recommencer ces démarches. Je me sens un peu soulagée parce que j'ai l'impression que du coup c'est un pas que je fais en avant et que je m'auto-tends la main et que je fais quelque chose du coup pour faire avancer cette affaire, cette enquête. J'espère que je serai pas trop dans l'attente justement d'avoir une réponse, d'avoir quelque chose, et j'espère que je réussirai à pas trop attendre de tout ça et à pas me faire d'espoir inutilement. Je vais vous montrer comment est faite la salle d'audience. Ici, il y a moi. Aline Lebray, avocate spécialiste en droit pénal au barreau de Caen. Le banc de l'avocat. Et vous êtes juste derrière. Ici, il y a ce qu'on appelle donc l'avocat général qui remplit le rôle de procureur devant une cour d'assises ou une cour criminelle. D'accord. Là, il va y avoir la présidente, puisque c'est une femme, et 4 autres magistrats professionnels. D'accord. C'est le principe de la cour criminelle, c'est qu'il n'y a pas de juré tiré au sort sur les listes électorales. Ce qui, pour notre dossier, est peut-être un bien parce que ce truc un peu particulier du consentement, de la sexualité, de l'adolescence, de la contrainte morale, parce que vous êtes toutes victimes de contraintes morales dans cette histoire, de chantage, c'est pas toujours facile à percevoir quand on n'est pas un juriste habitué à la définition du viol. Donc c'est pas mal. Ici, il y a la défense, donc il y aura l'avocat de monsieur. Et ici, il est là, lui. Lui, comme il est détenu, il est dans une cage de verre qui est ouverte à Caen, de ce côté-là, pour qu'il puisse discuter avec son avocat. Et il est entre deux personnels de l'administration pénitentiaire. Il est gardé. Vous voyez, il ne peut pas se balader dans la salle. Là, il y a la barre. Et donc, lorsque on appelle les témoins, les experts, ils viennent à la barre déposer. D'accord. Donc, ils s'adressent à la cour. Vous, c'est pareil. Lorsque vous serez amenés à être entendus, l'une ou l'autre, vous venez ici et vous devez parler à la cour. Vous ne mettez pas trop la pression sur tout ce qu'il faut dire ou pas dire. Ouais. Ça devrait venir naturellement. Et s'il manque des choses, à chaque fois que quelqu'un est interrogé, il y a un tour de questions. Le président pose des questions. Ensuite, les assesseurs, donc les 4 juges professionnels qui sont autour, peuvent vous poser des questions. D'accord. Puis, l'avocat des parties civiles, donc moi, je peux poser des questions. Puis, l'avocat général. Puis, l'avocat de la défense. Le seul fil, c'est de se dire, comment je l'ai rencontré, comment ça s'est mis en place, comment il est arrivé à ses fins, et depuis, qu'est-ce que je vis. D'accord. Ok. Ça peut durer 2 minutes comme un quart d'heure si spontanément, vous avez plein de choses à dire.
On va interroger l'accusé sur ce qui s'est passé sur vous et sur l'autre victime. 15h, il y a le directeur d'enquête qui va, en fait, ça va être la fin des débats, il va faire un gros résumé de son enquête. Et c'est là qu'on va aussi pouvoir voir les centaines, les milliers de contacts, les messages qui laissent à penser qu'il y a plein d'autres victimes mais qui ne sont pas forcément manifestées. Enfin, il y a un contexte vraiment impressionnant dans ce dossier. Ce type est un type complètement à part. D'accord. C'est pas tous les jours qu'il y a ce type d'affaire devant une juridiction pénale. Ah oui. Ah ouais, vraiment. Ensuite, le lendemain, ce sera les plaidoiries. Il n'y en aura pas 36 puisqu'il n'y aura que moi. En partie civile, puis réquisition de l'avocat général. Je ne peux pas vous dire comme ça ce qui va être demandé. Je pense qu'autour d'une bonne dizaine d'années de prison quand même. Il a le droit de se défendre en disant « elle était consentante, je ne l'ai pas forcée, il n'y a pas de contrainte ». Mais il peut revenir sur ses déclarations sur les messages menaçants. Il a le droit de mentir même. Mais alors, devenir insultant, ça c'est la limite, vous voyez. Oui. Hein, d'accord ? On a le droit de mentir pour se défendre, c'est pas interdit en France. Mais être insultant à l'égard des parties civiles, ça c'est quelque chose de pas admissible. D'accord. D'accord ? Donc je suis là pour un petit peu freiner les choses. D'accord. Ok ? Ok. Bon. Bon, bah. Si vous avez des questions demain, on en reparle demain, hein, mais s'il y a des choses qui vous reviennent. Vivement vendredi soir. Vivement vendredi soir. C'est pas une partie de plaisir, hein, le procès, mais c'est nécessaire. Il faut que ça passe, il faut qu'il soit condamné. Et puis voilà. Ouais. Bon, on se voit demain ? Ouais. Allez. Je vous accompagne. Palais de justice de Caen. Une cour criminelle, c'est pour le moment une juridiction expérimentale. Pascal Chaud, avocat général. Il n'y a pas de jurés. Contrairement à la cour d'assises où il y a des magistrats professionnels et des jurés, là ce ne sont que des magistrats professionnels. Le rôle de l'avocat général, une fois qu'il a été destinataire du dossier, c'est de l'examiner, c'est de voir les éléments qu'il va pouvoir retenir pour étayer ses réquisitions à l'audience. Alors les réquisitions, c'est le fait de résumer l'affaire au terme des débats, de présenter les éléments qui permettent d'abord de répondre à la question de la culpabilité, l'intéressé a-t-il commis ou non le crime qui lui est reproché, et puis ensuite présenter la peine qui paraît la plus adaptée. Et cette proposition, elle s'appuie à la fois sur la gravité des faits et puis sur la personnalité, parce qu'il ne faut pas oublier que devant une cour d'assises ou devant une cour criminelle, on juge un individu et que chaque affaire est une affaire différente. La logique de la prison, c'est quand même une logique pas mal de vengeance, de se dire la personne va souffrir puisqu'elle a fait souffrir quelqu'un. Elliot. Et il y a un peu cette logique du ça protège le temps qu'elle est entre les barreaux, mais qui, je pense, ne résout pas le problème à long terme. Et ne résout pas le problème que du coup, au sein de la prison, elle peut faire du mal à d'autres personnes, mais comme c'est d'autres détenus qu'on considère que c'est pas important et que c'est pas grave et que... en fait, ça ne résout absolument pas la violence, quoi. Ça vient pas re-questionner pourquoi cette violence-là, elle a lieu, qu'est-ce qui permet aux gens de violer, qu'est-ce qui fait que c'est encore possible, quel contexte crée ça, quoi. Et tant qu'on en est à dire que la prison, c'est aussi ramener les choses à l'individu, quoi. C'est ramener tout centré sur l'individu qui passe à l'acte. Et je dis pas qu'il n'est pas responsable de l'individu qui passe à l'acte, mais ça questionne pas tout ce qu'il y a autour de patriarcat, de culture du viol, de tout ce qui est schéma relationnel qui nous enferme dans des trucs abusifs aussi, quoi. On remet pas tout ça en question. À tout moment, on dit bon, c'est cette personne qui est responsable, on va la mettre en prison. Comme ça, pendant ce temps-là, elle n'embête personne et puis elle paiera pour ce qu'elle a fait, quoi. Vous venez d'écouter Justice. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice est un podcast coproduit par Initial Studio et Melocoton Film, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme, coproduite par Melocoton Film et France Télévisions. Cet épisode a été écrit par Marion Guégan et Marie Chartron et réalisé par Marion Guégan. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.